Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'émission À vos droits. Je m'appelle Sarah et je suis accompagnée de Élise, étudiante en master de droit de la responsabilité médicale. Bonjour Élise. Bonjour Sarah. Aujourd'hui, nous allons vous parler des droits du patient, mais pas n'importe quel patient. Si je vous parle du téléfilm Les Bracelets Rouges, Élise, est-ce que ça vous dit quelque chose? Le patient mineur? Exactement. Le téléfilm Les Bracelets Rouges nous parle de la vie des mineurs durant leur hospitalisation avec les différentes problématiques qui peuvent naître. Par exemple, l'utilisation d'un vocabulaire adapté à leur faculté de compréhension ou encore leur place dans la démarche de soins au travers du refus ou du consentement. Mais avant toute chose, Élise, est-ce qu'on peut considérer que le patient mineur est un patient comme un autre? Alors avant tout, il faut savoir que le mineur est défini comme la personne physique qui n'a pas encore atteint l'âge de la majorité et qui de ce fait est privée de pouvoir exercer elle-même ses droits. Ainsi, le mineur, on peut dire que c'est une personne vulnérable, incapable, qui est placée sous un régime de protection. Ce régime de protection s'effectue au travers de l'autorité parentale. Le Code civil dispose que les parents doivent la protection de l'enfant dans sa sécurité, sa santé, sa moralité et son éducation. Ainsi, ce sont eux qui vont consentir aux décisions médicales concernant leur enfant. Mais toutefois, certains actes sont obligatoires tels que les vaccins. Alors, certes, vous l'avez dit, Élise, le consentement des parents est donc primordial. Mais comment se manifeste très concrètement l'intervention des parents dans la démarche de soins de leur enfant ? En tant que garant de la protection de leur enfant, le consentement des parents est primordial afin d'envisager une mesure de soins. Ce consentement doit être libre et éclairé. Ainsi, l'obligation d'information du médecin joue un rôle très important. Les parents doivent recevoir une information claire, compréhensible en ce qui concerne la nature des actes proposés, les informations relatives à la maladie, l'intérêt pour la santé de l'enfant ainsi que les conséquences néfastes en cas de refus. Toutefois, ce consentement va varier selon qu'il s'agisse d'un acte usuel ou d'un acte grave. Alors, en effet, il faut bien le préciser, c'est vrai que certains actes ne nécessitent pas le consentement conjoint des deux parents. C'est le cas des actes dits usuels pour lesquels il existe une présomption d'entente. Alors, en effet, c'est-à-dire que si on est dans un acte usuel, le consentement d'un seul des parents suffira et le consentement de l'autre sera ainsi présumé. L'acte usuel est défini comme l'acte de la vie quotidienne, sans conséquences graves pour l'intégrité ou la santé du mineur. Il s'agit par exemple d'un enfant qui se blesse dans un parc. Dans ce cas, un seul parent pourra consentir aux soins. Le consentement de l'autre sera ainsi présumé. À l'inverse, pour les actes graves, le consentement des deux parents sera nécessaire. Cela suppose donc qu'ils soient tous les deux prévenus et consultés pour la décision de soins. Et c'est le cas, par exemple, d'une intervention chirurgicale qui nécessiterait une anesthésie. Alors, nous avons parlé du consentement, Élise, nous l'avons bien compris. Il est primordial pour la démarche de soins du mineur. Mais que se passe-t-il si les parents refusent la mesure de soins ? Alors, dans le cas où les parents refuseraient la mesure de soins pour leur enfant mineur, le médecin ne devra pas se contenter d'un seul refus et devra au moins essayer d'obtenir la non-opposition des parents. Mais si le refus persiste, dans ce cas-là, le médecin pourra saisir la justice afin de mettre en place une mesure d'assistance éducative temporaire, cette mesure permettant au médecin de soigner le patient mineur. De plus, la loi du 4 mars 2002 a conféré au médecin la possibilité d'agir directement et de soigner le patient mineur, à la seule condition qu'il soit constaté au préalable que des conséquences graves soient encourues du fait du refus parental. Mais est-ce qu'on pourrait envisager que le mineur puisse s'affranchir du consentement de ses parents? Oui, par la loi du 4 mars 2002 que je viens de vous citer, eu égard aux droits des malades et à la qualité du système de santé, le législateur a voulu reconsidérer le rôle et la place de la volonté du mineur afin d'en faire un véritable acteur de sa santé. Cela afin d'établir une relation plus équilibrée entre le médecin et le patient mineur. De plus, le Code de la santé publique impose au médecin de rechercher le consentement du mineur si celui-ci est apte à exprimer sa volonté et s'il est en mesure de participer à la décision. A contrario, ne sont donc pas concernés les bébés et les jeunes enfants. Alors toutefois, il faut bien préciser que cette participation à la décision médicale du mineur passe tout d'abord par le droit pour celui-ci d'être informé sur son état de santé. L'information permet donc de lever certaines incertitudes et le médecin, pour cela, devra expliquer le langage médical, le traduire, utiliser des outils variés, divers, plus adaptés à ses facultés de compréhension, tels que le jeu.
Alors, une fois cette information délivrée, vous l'avez dit, Élise, le patient mineur pourra refuser ou accepter le soin. C'est bien cela? Oui, Sarah. Le patient peut, à son tour, refuser l'acte médical. Dans ce cas-là, le médecin devra s'efforcer d'apporter des informations plus précises, plus claires pour le mineur, afin de faire en sorte que les informations soient correctement comprises. Si celui-ci réitère son refus, dans ce cas-là, le médecin pourra cesser la prise en charge médicale. Mais toutefois, en cas de risque vital, bien évidemment, vous vous doutez que le médecin agira et prendra les décisions adéquates. Voilà. Très bien. Alors, vous avez parlé tout à l'heure de la volonté du législateur de reconsidérer le rôle et la place du mineur dans la décision de soins, afin d'en faire un véritable acteur de sa santé. On a pu constater à travers la loi du 4 mars 2002 que cela s'est également traduit par la possibilité conférée au mineur de garder le secret relativement à une intervention concernant sa propre santé. Alors, le consentement des parents ne sera donc pas nécessaire, toutefois, il demeure certaines conditions. L'intervention ou le traitement en cause devront s'imposer pour la sauvegarde de la santé du mineur. Et il devra se faire accompagner d'une personne majeure de son choix. Est-ce que vous pouvez me citer un exemple concret, Élise, de cas où le mineur peut garder le secret? Oui, c'est le cas de l'avortement, donc un droit qui a été accordé par la loi du 4 juillet 2001 en faveur des jeunes patientes mineures. Ce droit permet d'imposer, accorde un régime dérogatoire au consentement des parents. Ainsi, la jeune patiente mineure pourra garder le secret si elle le souhaite. Une seule condition demeure, à savoir l'accompagnement, comme vous l'avez dit, par la personne majeure de son choix. Alors, si je récapitule un peu tout ce que vous m'avez dit, Élise, est-ce qu'on pourrait conclure que le mineur aspire à devenir un véritable acteur de sa santé? En effet, Sarah, on constate que le législateur est enclin à consacrer une certaine autonomie de décision aux mineurs afin d'en faire un véritable acteur de sa santé. Toutefois, la nécessité du consentement parental reste la pierre angulaire en ce qui concerne l'accès aux soins de leur enfant, avec un rôle renforcé du médecin en tant que défenseur des intérêts de l'enfant. Bien, je vous remercie, Élise, de toutes ces précisions que vous m'avez apportées et d'avoir présenté avec moi cette émission relative aux patients mineurs. Je vous remercie à vous de nous avoir suivis. Je vous souhaite à tous une très bonne journée.